suis à Lyon, en gros, en freelance. Je travaille je fais à la base de la photographie, ensuite j'ai fait du journalisme et de la communication dans le milieu culturel. Et maintenant je travaille à mon compte en gros entre photo, web, vidéo. Et pendant mon parcours, il y a eu un moment où je m'intéressais beaucoup au web. Et j'ai réussi par le biais de mon parcours de journalisme à rentrer à Machine Magazine, donc magazine de web design, et à commencer à écrire pour eux, donc j'étais sur place pendant quelques mois. Et un jour, Vitaly Novakchev m'a demandé de faire un article genre les 100 meilleures photos, les 100 meilleures calligraphies du monde, un truc qui était un peu chiant. Et je me suis dit qu'il y avait peut-être moyen de faire un truc plus intéressant que ça, donc j'ai commencé à chercher sur les différentes types de calligraphie, tout ce que je pouvais trouver en typographie sur différentes langues en fait. Donc on met l'arabe et c'est assez connu, il y a la calligraphie asiatique aussi. En fait, je venais juste de faire un an de japonais avant de faire cet article. Je pense que ça m'avait un peu travaillé aussi. Et j'ai trouvé en fait que dans chaque langue, dans plein de langues, il y avait plein de petits trucs sympas qu'on pouvait utiliser nous en typographie latine. Donc c'est ça que je vais vous montrer ce soir. On va regarder en gros quelques gros systèmes de langues. En gros, donc on va regarder quelques gros systèmes de langue qui on va regarder en gros quelques systèmes de langue asiatique parce que c'est hyper intéressant, c'est hyper varié. Un petit peu sur l'arabe aussi et on va finir avec des petites choses un peu plus fun. L'idée c'est de regarder en gros quelques systèmes d'écriture et voir comment ils sont inspirés en typographie latine. Donc à chaque fois je vais essayer de vous montrer un exemple assez concret. Pour commencer, je vais vous montrer ce logo, le rouge, je vais vous demander de regarder et voir, vous allez me dire, peut-être lever la main, qui arrive à lire le logo, qui arrive à lire quelque chose. Je vous le mets en plus gros. Qui penche pour quelque chose d'africain, d'asiatique. C'est du latin. Et en fait, ouais, effectivement, c'est du latin. Donc on peut lire le nom du designer là, Joachim Robert. On peut lire les lettres en latin. Ce qui est assez cool, c'est qu'il s'est inspiré en fait du chinois pour faire ça. Et donc plus particulièrement des sceaux chinois qui sont utilisés. Nous, on les connaît plutôt dans les peintures d'artistes pour signer c'est utilisé comme signature, mais ça existe aussi au quotidien en Asie, comme méthode de signature en fait, qui remplace la signature manuelle. Nous, on connaît ça comme ça. Et c'est vrai qu'on peut facilement s'approprier ça, le transformer remplacer les caractères par du latin, et ça marche quand même. Ça donne quand même un petit côté asiatique en termes d'inspiration, c'est sympa. Donc c'est ça mon idée, c'est d'aller regarder un peu dans quelques langues, qu'est-ce qu'on peut trouver de rigolo pour s'en inspirer en typographie latine. Donc pour commencer, je vous fais une petite minute de linguistique très rapide sur le chinois. Vous allez comprendre après pourquoi. Donc le chinois, un caractère, c'est un hanzi, c'est un sinogramme. Nous, ce qu'on connaît en chinois, c'est le mandarin, le cantonais, et il y a plein d'autres langues. Le chinois, c'est des langues chinoises, il y en a plein en réalité. Et donc, pour parler chinois, il faut connaître environ 4000 caractères, sachant qu'un caractère, c'est une prononciation et qu'on ne peut pas la deviner. Il faut l'apprendre par cœur. Il n'y a aucun moyen de pouvoir la deviner comme nous, on pourrait la deviner avec un alphabet. Donc, c'est un peu fastidieux à apprendre. Il y a une nana qui a créé un projet génial, vous avez peut-être vu passer, c'est Chinese sur Kickstarter, elle a levé 200 000 pounds, vraiment beaucoup d'argent. C'est une taïwanaise qui avait créé ça pour ses enfants en fait, qui étaient anglophones, et elle voulait leur apprendre le chinois. Et elle s'est rendue compte qu'au lieu de devoir apprendre 4000 caractères, elle pouvait diviser ça en petits blocs de centaines de caractères
qui permettait en fait combiner, d'avoir un vocabulaire très large super rapidement. Donc par exemple là on a le feu et le volcan et la montagne ça fait le volcan. Et à droite la montagne et les bois ça fait le paysage. Son projet donc c'était vraiment d'associer la forme du caractère, parce que c'est ça en réalité, la forme du caractère ça vient de quelque part, à un graphisme assez sympa pour qu'on puisse le retenir facilement. Donc je vous laisse jouer, c'est pas trop compliqué. Ça c'est l'arbre, la femme, le feu, la bouche. Ah là c'est quand même un peu à se compliquer. Enfin, en termes de dessin, il y a plus de traits. Donc la fenêtre, le toit, le roi. Là elle a cherché un peu loin. Voilà. Et ce qui est intéressant du coup, c'est qu'on peut combiner ces caractères côte à côte. Chacun des caractères, c'est pas un son, enfin c'est un son, mais c'est pas une syllabe, c'est une idée, c'est un signifiant en fait. Et on peut les combiner soit côte à côte, soit les encapsuler comme ça. Donc le feu et le bois mis ensemble, ça fait brûler, mais c'est vraiment combiné ensemble. Et le soleil et la lune, ça fait briller. Nous, on pourrait très bien imaginer que, on pourrait aussi s'amuser, nous, en latin, à faire des combinaisons comme ça, des associations. Ça, c'est des caractères assez simples. Le caractère le plus compliqué en chinois, qui n'existe même pas dans le dictionnaire, en fait, il a 57 traits, et c'est une variété de nouilles. En gros, le chinois, ça peut vite devenir très compliqué. Pour arriver à l'apprendre, en fait, quand on apprend un caractère, on apprend la façon d'écrire. C'est-à-dire qu'on a une mémoire aussi gestuelle du caractère. Ça permet de retenir, en fait, ça c'est les 8 traits magiques du calligraphe chinois. Ça regroupe en gros tous les traits fondamentaux. Je finis rapidement sur le style en Chine, enfin le style du chinois. Par exemple, il y a le style du sou, donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Adapté en latin, ça peut faire un truc un peu carré. Je vous laisse deviner New York Times. Un style plus cursif. Donc là, à chaque fois, c'est de plus en plus cursif, l'écriture. Et après, on a le style régulier, normal. Je disais du coup que moi ce qui m'intéressait au début c'était le japonais et pour une raison très simple, c'est que le japonais ça mélange 3 systèmes d'écriture. Ça n'existe pas on a les kanji qui sont issus du chinois, qui servent à écrire les verbes, les particules, les noms. Les hiragana et les katakana qui sont un système syllabaire en fait, chaque caractère c'est une syllabe. Hiragana et katakana, ça sert à écrire. Hiragana, ça sert à écrire le quotidien, les pronoms, tout ce qui est suffixe et qui précise en fait le nom. Et katakana, c'est pour les mots qui viennent de l'étranger. Du coup, dans un texte en japonais, on mélange les trois écritures. Donc en termes de complexité, c'est pas du tout la même chose. Enfin, il faut vraiment réfléchir parce que le caractère chinois, c'est des kanji, c'est des idéogrammes, donc c'est une idée, et le reste c'est un alphabet syllabaire. Pendant une certaine souplesse quand même. Voilà, donc ça c'est en gros hiragana et katakana qui viennent en fait à la base des maniogana qui sont donc les ancêtres des kanji et qui en gros venaient d'un livre de poésie qui avait écrit qui avait pour la première fois récupéré les kanji du chinois en fait. À la base, les japonais on les traitait avec le caractère chinois, alors que le chinois et le japonais c'est pas du tout la même langue, donc ça marchait pas du tout. Et il a fallu introduire les deux autres alphabets pour qu'on puisse transcrire le japonais. Une autre chose qui est sympa dans le japonais, c'est qu'on peut l'écrire dans les deux sens, horizontal ou vertical. Donc à l'horizontale, c'est plutôt pour ce qui est moderne, pour les romans, et vertical, c'est beaucoup plus traditionnel. Et du coup, ce qui est un truc rigolo en typo, c'est qu'il n'y a aucune perte de place. Le
Nous, en français, on est obligé d'avoir des titres plus gras, d'avoir des espaces, des choses pour les faire ressortir. En japonais, c'est efficace. On met les titres à l'horizontale et puis l'article à la verticale. Même dans la langue, les japonais, c'est efficace. Pareil sur le plan du métro, par exemple, c'est ultra dense, mais on arrive quand même à lire bien facilement. Dernier petit exemple d'influence chinoise, c'est le vietnamien. C'est pareil, il a été écrit à la base en caractère chinois. Au XVIe siècle, on a commencé à le transcrire en latin. Et au XXe siècle, l'administration coloniale, donc nous, on a fait la langue officielle, le latin. Sauf que du coup, les caractères chinois, ça s'est un petit peu perdu, on les utilisait plus. Mais ça a quand même été remis un peu au bout du jour avec par exemple des peintres comme date, qui veut donner en fait, qui donne l'illusion d'écrire du chinois. En fait, on a l'impression que c'est du chinois, il fait ses œuvres à la verticale, et en réalité, quand il tourne, c'est des caractères latins. Donc c'est hyper intéressant de voir à quel point on peut jouer sur les caractères, donner l'impression d'une langue alors qu'en réalité, c'en est une autre. Autre petit exemple avec le mongol, qui est en fait la seule langue verticale qui se lit de gauche à droite. Et en fait qui était à la base retourné, qui se lisait en fait comme l'arabe de droite à gauche à l'horizontale. Et puis pour donner l'impression que c'était du chinois, on a tourné l'alphabet mais sans tourner les lettres. C'est-à-dire qu'on a tout fait tourner mais sans, voilà, on n'a pas changé. C'est quelque chose que nous on utilise quand même en typographie, par exemple sur des bannières, on garde les lettres à la verticale. Ici sur Ubuntu, juste le logo, des amis, je ne connais pas, mais ça reste sur la même. Ça tourne pas, ça ne tourne pas. Mais ouais, on peut facilement s'en inspirer nous aussi, essayer de trouver des idées pour essayer de jouer avec l'horizontalité, la verticalité. Du coup, pour continuer là-dessus, je vais parler un petit peu de l'arabe, qui est une langue qui est donc utilisé pour parler la langue arabe, mais l'alphabet est utilisé pour parler la langue arabe, c'est utilisé aussi pour le persan, pour les kurdes, et quand on parle de l'alphabet arabe, c'est pour plein de langues, c'est pas seulement pour l'arabe. C'est pas très compliqué, il y a 18 lettres, auxquelles on ajoute, à chaque fois, on peut ajouter un point en fait, pour changer la sonorité. Donc par exemple, sin, c'est la même lettre, la même forme que shin, mais sauf que shin a 3 points. Donc pour bien savoir lire, il faut bien arriver vite à distinguer les petits points. Petit problème quand on commence à apprendre l'arabe, on se retrouve vite à vouloir transcrire ce qu'on lit et donc à trouver des trucs comme ça. Là c'est le M, A, M, D. Donc pour le prononcer, ça devient un peu compliqué. Vous avez une idée de comment ça se dit? Ouais, ça peut être Mohamed, ça peut aussi être Mouid, Mohamed, Mohamed, tout ce que vous voulez. Selon la région, du coup, ça se prononce un peu différemment. Et en réalité, donc, à l'oral, il n'y a pas de problème, parce qu'à l'oral, on a le parler qui fait qu'on se comprend. À l'écrit, ça devient un peu plus compliqué. Donc, à l'écrit, on rajoute des accents, des diacritiques, qui permettent de préciser les voyelles, en fait. Il y en a pas mal en réalité, c'est utilisé beaucoup pour l'apprentissage quand on commence à apprendre l'arabe. Au quotidien, c'est beaucoup moins utilisé. C'est utilisé aussi en calligraphie arabe, mais dans ce cas-là, c'est seulement pour l'aspect esthétique. Et donc, du coup, on a commencé à ponctuer pour arriver à lire correctement l'arabe. Sinon, à l'oral, il fallait aller, on m'a dit, c'est aller à la rencontre d'étrangers, aller à la rencontre d'autres cultures pour arriver à se comprendre. Nous, en français, on en a aussi beaucoup de diacritiques avec lesquels on ne joue pas forcément beaucoup en typographie, mais on pourrait. Pour compliquer encore un petit peu, en arabe, la forme de la lettre dépend de sa position dans le mot. Si elle est au début, au milieu ou à la fin du mot, elle n'aura pas la même forme. Donc pour chaque lettre, il faut apprendre les déclinaisons. C'est pas si compliqué que ça en a l'air, mais ouais, du coup, il faut arriver à reconnaître la lettre selon. Elle peut avoir 3 formes possibles.
c'est pareil en arabe, la calligraphie, je ne peux pas faire ça en 5 minutes, mais c'est un vaste sujet. On a des styles, on a tous les styles, enfin, ça va d'une écriture très cursive à quelque chose de très rigoureux, très magnifique. Je vous montre un exemple d'adaptation d'un logo en fait. C'est pas une vraie, c'est pas la transcription officielle, c'est quelqu'un qui s'est amusé à faire ça. De Catimini, donc pour le transcrire en arabe, il faut que ça ait du sens et il faut que ça s'adapte aussi à l'image de la marque. Donc là, c'est important de choisir le style qui va bien. Donc là, c'était Goofy parce que c'est ce qui se rapprochait le plus et ce qui allait le mieux. Donc la calligraphie arabe, je vais vous montrer juste 2-3 exemples. La seule chose qui est vraiment sympa, c'est que en fait, tout est hyper mesuré. Donc l'unité de mesure, c'est le alif, qui est la première lettre de l'alphabet, et toutes les lettres rentrent dans le cercle de ce diamètre-là. Et donc la largeur, ça dépend de la taille du calame. Enfin, tout est hyper organisé. Ouais, c'est pareil dans les styles, il y en a plein, mais on peut, pour nous, on pourrait carrément penser à s'amuser aussi, en fait, par exemple, le logo de Al Jazeera, qui en fait, c'est écrit là, comme ça, Al Jazeera, et ça revient en gouttes pour former le logo. Donc nous, on pourrait aussi s'imaginer, en ayant notre alphabet un nom en latin, le déformer pour en faire une autre forme, tout en intégrant les lettres. Donc voilà, on a vu l'arabe, on a vu chinois et japonais, et je veux parler d'une autre grande famille, c'est les aboujida, donc Asie, en Inde et Asie du Sud-Ouest, parce que c'est des langues qui ont des ligatures en fait hyper jolies. Donc j'ai pris l'exemple de l'hindi parce que c'est la langue la plus parlée en Inde, donc ça fait environ 700 millions de personnes qui la parlent, et ça ressemble à ça du coup. On voit qu'il y a des distinctions entre les mots, mais là on attaque à un autre système d'écriture qui est donc aboujida, où chaque lettre représente une syllabe avec une voyelle par défaut. Donc c'est toujours un ba ou ka ou sa, et si on veut changer et faire un so ou ki ou sou, il faut rajouter des diacritiques encore, enfin du coup c'est des ligatures plutôt, et ce qui permet de modifier la voyelle qui est dans la syllabe. Donc il y a cette histoire de diacritiques qui sont jolies, et il y a surtout les ligatures en fait qui changent complètement la forme des lettres quand on les met ensemble. Donc là on voit que par exemple ces deux-là, là ça se rapproche un petit peu, et il y a des fois où c'est juste les coller, et parfois c'est vraiment changer complètement la forme de la lettre. Donc ça fait beaucoup à retenir aussi. Et voilà un exemple, si on essaye d'adapter ça en typographie latine, c'est peut-être un petit peu grossier, mais il y a quand même des choses à explorer et à trouver. Pareil sur le thaï et le khmer, c'est le même style d'écriture, où on a beaucoup de consonnes et beaucoup de voyelles. Moi j'ai vécu au Cambodge, j'ai mis 2 ans à me rendre compte que je disais stupide au lieu de dire rue, parce qu'il y a tellement de voyelles que ça se ressemble qu'on n'arrive pas à entendre la différence. Et j'ai pas appris des masses l'écriture khmer parce que je la trouve moins jolie, mais en tout cas c'est hyper intéressant au niveau des accents parce que on peut en mettre plus, enfin on peut en mettre 1, 2, 3, enfin vraiment on fait ce qu'on veut. Et voilà, c'est le petit truc. Vous arrivez à lire? Donc l'alphabet phonétique international, c'est ce qu'il y a dans les dictionnaires et que personne ne lit évidemment, mais qu'on utilise pour transcrire tous les sons parlés. Donc il a été utilisé pour la première fois en 1888, et en théorie avec l'IPA on peut écrire tous les sons de toutes les langues du monde. Il y a 107 lettres, 52 diacritiques. Enfin, c'est... Hein? Il y a 37 phonèmes en français. Ouais. Voilà. Non, mais rien que en français, oui.
Et un truc qui est sympa, que j'aime bien dans l'alphabet phonétique international, c'est la représentation des sons qui est liée aussi qui est liée en gros à la position de la langue, des lèvres, enfin la position qu'on forme pour former les sons, pour prononcer un son. Donc ça c'est juste les voyelles. Et du coup ça représente ça l'avant de la bouche, l'arrière, et ça c'est le haut et puis le bas. Et ça c'est en théorie, si on veut faire ce son, la langue doit être en haut et à l'avant de la bouche. Donc c'est assez rigolo de pouvoir représenter visuellement en fait les sons qu'on produit. Il y a un alphabet, une langue qui utilise très bien l'IPA, qui est le coréen. Et en fait c'est une langue, l'écriture chez les Coréens elle est tellement importante qu'ils ont une fête nationale de l'écriture, du Hangul. Donc le Hangul c'est l'alphabet coréen. Ils ont le Hangul National Day, donc où ils célèbrent leur alphabet. Donc historiquement, le coréen c'est pareil, encore c'était écrit avec du chinois, ça n'allait pas à la prononciation ça n'allait pas du tout à la langue coréenne. Et donc le roi Sejong serait à l'origine du Hangul. Ce serait lui qui l'aurait rédigé en secret à l'insu de tous ses savants et experts. Et le coréen en fait c'est une analyse hyper précise de la phonologie en fait. En théorie, c'est très logique et en fait si on voit un texte écrit, on doit pouvoir le prononcer parfaitement rien qu'en le regardant, parce que la représentation des sons est tellement précise que ça permet de les prononcer parfaitement en fait. Je vous donne un petit exemple, par exemple, ça c'est Ke, Ye et Pe, je le prononce sur notre canal, mais ça fait Kiel. Et donc on a à la fois les consonnes et les voyelles qu'on regroupe dans un cube pour faire la syllabe. C'est pareil, c'est quelque chose que nous on pourrait imaginer transcrire en latin en s'amusant à regrouper des voyelles ensemble. Enfin, on peut faire ce qu'on veut avec ça. Et la légende dit que le roi aurait eu l'idée de cet alphabet en regardant par la fenêtre, donc en faisant des cubes. Exemple du logo de Pyeongchang 2018, qui a été dessiné en 2013. C'est peut-être un peu old school pour 2018, mais c'est pas grave. Donc chaque première... non. Ici c'est Pyeongchang. Donc on voit que le logo ça reprend en fait les premiers éléments de l'écriture de Pyeongchang en boule. Et je vous laisserai, si vous voulez regarder sur net, il y a une vidéo qui vaut des vues juste pour le doublage catastrophique, mais qui est assez intéressante, qui raconte toute l'identité, comment ils ont créé toute l'identité visuelle en intégrant en fait l'idéologie aussi coréenne. Donc il y a plein d'éléments intéressants, il y a la terre, le ciel, la terre, il y a vraiment pas mal de choses. Autre exemple en coréen où là on déconstruit complètement le caractère. Donc, en haut à droite c'est le caractère écrit normalement, et puis là on voit qu'il a été complètement déconstruit pour faire un logo. C'est pareil, c'est quelque chose qu'on peut aussi imaginer faire nous avec notre alphabet. Au lieu d'avoir un texte trop linéaire, on peut s'amuser à bouger les lettres, changer la taille, enfin il y a plein de choses à faire. Voilà, du coup juste pour résumer les quelques idées que je vous ai proposées, il y a l'idée du saut qui peut être reprise. Il y a l'idée de jouer avec l'horizontalité ou la verticalité. Il y a l'idée de jouer avec des accents, de déconstruire des lettres, donc, en prenant une partie d'une syllabe pour en faire quelque chose d'autre, et au contraire de reconstruire les lettres pour en faire des blocs qu'on pourrait exploiter. Enfin, l'idée de jouer avec des ligatures. Voilà. Et moi, ce que j'ai retenu en fait en faisant ces recherches, c'est que en gros, un système d'écriture, ça en dit beaucoup sur une culture. Par exemple, le fait que le japonais, ça soit né dans un livre de poésie, que l'arabe, pour le parler, pour se comprendre, il faut dialoguer avec l'autre. On peut dire que, je ne sais pas, nous en français, on a une langue qui est super élitiste, qui crée des barrières sociales. Par exemple, il y a d'autres pays qui ont beaucoup simplifié leur alphabet. En
Je ne savais pas qu'en Italie, ils n'avaient que 21 lettres. Il n'y a pas toutes les lettres chant du Scrabble, ils n'y sont pas, quoi. Et voilà, enfin, en gros, mon message, c'est ça. C'est si la typographie, ça vous intéresse, essayez d'aller voir, de vous forcer à faire un tout petit peu de linguistique pour comprendre comment une langue est construite, parce que c'est hyper intéressant, on apprend plein de choses et il y a vraiment de quoi faire niveau inspiration.